ce MOOC est une réalisation en partenariat avec la Grande École du Numérique et le pôle Léonard de Vinci. Alors, vous le savez, ces webinaires sont participatifs et gamifiés. Donc, lorsque vous entendrez ce son, ce sera le temps du quiz. Il faudra alors sortir vos smartphones et notamment une application de QR Code Reader pour pouvoir flasher nos QR et ainsi accéder aux différents quiz et sondages qu'on va vous proposer tout au long de ce webinaire. Alors, au programme de ce jour, la multimodalité en formation pour les adultes. On va vous accompagner tout au long de ce webinaire, notamment avec différents intervenants. Arnaud Linzer, qui est chef de projet Digital Learning au pôle Léonard de Vinci et auteur principal de ce MOOC. Bonjour Arnaud. Bonjour Cora, bonjour Bertrand, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Alors, on a un peu changé le setup pour ce webinaire. Arnaud est à distance et on retrouve ici dans notre studio Bertrand Jonquois, notre invité du jour. Alors Bertrand, tu es responsable du Master Digital Marketing et Data Analytics de l'EMLV et de l'IM, les deux grandes écoles de management et de web multimédia du pôle Léonard de Vinci. Mais tu es également co-créateur du podcast Le Gagne-Pain. Exactement, merci beaucoup de l'invitation. Bienvenue dans ce webinaire, Bertrand. Et puis moi, évidemment, qui serai là pour animer ce webinaire, donc Cora Beck, directrice du département Innovation et Pédagogie Digitale du pôle Léonard de Vinci. Alors, au programme de ce webinaire, Arnaud, de quoi vas-tu nous parler ? Oui, alors on va faire un retour sur la séquence 3, sur la multimodalité en formation et plus spécifiquement sur les formations, dans les formations pour adultes. Nous reviendrons sur les 5 étapes pour la construction d'un projet de formation multimodale et puis on fera un focus, notamment avec Bertrand, sur les formations en blended learning. Et puis on gardera un petit temps, j'espère, pour répondre à vos questions à la fin du webinaire. Super, merci beaucoup Arnaud. Attention. Mais c'est déjà le temps du quiz. Alors, pour vous engager tout de suite dans ce webinaire, vous allez devoir sortir vos smartphones et flasher le QR code suivant. Hop là. Donc, vous pouvez accéder de différentes manières à ce quiz. Donc, soit vous flashez ce QR, soit vous accédez via l'URL wooClap/mooc-w3 et vous allez pouvoir accéder à ce premier petit quiz. Alors, je sors avec vous mon QR code scanner. J'ai le droit de le faire aussi ? Oui, bien sûr. On va vous laisser un peu de temps pour rejoindre notre quiz. Un peu de patience, il n'y a pas de questions pour le moment, c'est normal. Je vais passer la main à Arnaud Linzer qui va partager son écran et vous lancer ce premier quiz. Alors, je partage. Voilà, alors, je remets, hop, comme d'habitude, vous pouvez flasher le QR code comme Cora vous l'a dit, ou vous connecter sur WooClap en mettant le petit code, vous êtes habitués maintenant. Et puis, je vais lancer la première question. Alors, je vais vous laisser un petit peu de temps pour la lire avant de lancer. Alors, première question, quelle est la définition de la multimodalité? 4 choix. Attention, peut-être avec des petits pièges ou des petites blagues. C'est parti. Alors là, l'idée, c'est de voir si vous avez bien suivi la séquence 3 du MOOC, si vous avez fait vos devoirs. Et on commence évidemment par la thématique centrale de cette séquence, la multimodalité et sa définition. Alors, plusieurs réponses sont acceptées. Attention, il y a des pièges. Voilà, je vois que ça bouge. On va vous laisser un petit peu de temps. Vous voyez, il vous reste 1 minute. On a décidé d'allonger le temps du chrono, puisque c'était des retours qu'on nous a fait que c'était un petit peu trop rapide. Donc voilà, là on vous donne un peu de temps pour réfléchir et notamment ne pas tomber dans nos pièges. Alors, est-ce que la définition de la multimodalité, c'est un parcours regroupant plusieurs types de modules, pouvant intégrer plusieurs modalités pédagogiques, assistées par le numérique ou pas,
à distance, en présentiel ou même en situation de travail, première définition. Est-ce que c'est une approche qui combine des sessions de formation présentielle et distancielle, synchrone ou asynchrone? Est-ce que c'est un parcours où je prends le vélo, puis le bus, puis le métro, puis le train, hein? Ou est-ce que c'est la réponse 1, ou plusieurs d'entre elles? Alors attention, il vous reste 5 secondes avant la fin. Et gong, c'est la fin du quiz. Alors Arnaud, est-ce que tu peux nous afficher les résultats et nous les commenter? Alors, les amateurs de Burger Quiz ont répondu la réponse 1, c'est exact. Un parcours regroupant plusieurs types de modules pouvant intégrer plusieurs modalités pédagogiques, assistées par le numérique ou pas, hein. On n'est pas obligé d'utiliser des outils numériques pour les formations multimodales, à distance ou en présentiel, ou même en situation de travail. Et la définition 3 est correcte également, puisqu'il s'agit de la modalité en transport. Petite blague, un parcours où on peut prendre plusieurs transports, effectivement. Sans oublier la réponse Alors, 4, qui est relancée sur la question 1. Et ça, c'était un petit clin d'œil au Burger Quiz de Alain Chabat. Très bien, donc c'est évidemment la définition de la multimodalité. On va avoir différentes modalités de temps, de lieu, mais aussi de modalités de travail. Donc le temps, ça peut être synchrone ou asynchrone. Le lieu, ça peut être présentiel ou distanciel. Et les modalités de travail peuvent être individuelles ou collectives, avec du coaching, du tutorat, évidemment. Alors la deuxième définition était celle du blended learning. On y reviendra tout à l'heure. Petite transition sonore avant de revenir sur votre définition de la multimodalité qui a été proposée dans le MOOC. Vous deviez donc donner les mots clés de votre définition de la multimodalité et notamment constituer ce nuage de mots. Donc on voit que c'est un nuage qui est très riche puisqu'il y a plusieurs dizaines de réponses et on vous remercie pour ça. Évidemment, les mots qui ressortent en plus gros sont les mots qui ont été indiqués plusieurs fois dans le nuage de mots qui a été réalisé sur MoodLab. Alors, un petit focus sur le challenge qu'on vous a proposé dans cette séquence 3. Il s'agissait donc de scénariser une séquence, donc ce sont plusieurs séances associées au sein d'une même séquence d'apprentissage, et de déterminer à quel moment vous alliez proposer quelle modalité d'enseignement et d'apprentissage, du distanciel, du présentiel, de l'individuel, du collectif, du e-learning. Alors Arnaud, on est très très contente puisque il y a beaucoup de posts sur le Miro, sur le Padlet qui ont été réalisés par les suiveurs, les MOOCers embarqués aux apprenants. Je crois que tu avais un petit conseil à donner pour ceux qui n'ont pas réussi à intégrer les liens de leur Miro sur le Padlet. oui, c'est exact. Alors oui, merci pour la richesse des posts, hein. C'était super intéressant. Il y a même des gens qui ont fait l'effort de faire cette transformation, de scénariser leur parcours, même s'ils ne trouvaient pas la référence dans France Compétences. Donc vraiment top. Attention, effectivement, quand vous partagez un lien avec Miro, en haut à droite, vous avez un petit bouton Share. Et il faut bien inviter les gens à pouvoir le voir. Donc, c'est Can View et pas Can Edit, parce que sinon, vous pouvez changer. Mais par exemple, si vous voyez les petites, je sais pas, petites vignettes jaunes que vous voyez là, c'est parce que vous n'avez pas partagé de manière adéquate, on va dire, le lien. Donc, c'est resté en privé. Donc, attention quand vous partagez quelque chose, que ce soit avec Miro ou avec un autre outil, que ce soit bien visible pour tout le monde. Super, merci beaucoup Arnaud pour ces conseils d'utilisation des outils. On sait que c'est pas facile de prendre en main des nouveaux outils, mais Miro est du whiteboarding que nous on recommande fortement d'utiliser. Alors, à présent, on va passer à la suite. Alors, je n'ai plus... Ouais, merci.
La multimodalité en formation, Arnaud, tu vas nous faire un petit récap de la définition de la multimodalité et notamment des étapes pour la construction d'un projet de formation multimodale. Oui, alors tout à fait, on va revenir sur les 5 étapes pour la construction d'un projet de formation multimodale, comme on l'avait vu dans le MOOC, dans la séquence 3. Donc, la première chose à faire, c'est d'analyser les besoins et les ressources qui existent, à savoir les besoins en formation, en accompagnement, mais aussi les besoins en matériel. Quels sont le matériel, les équipements nécessaires en interne? Est-ce que l'expertise humaine est suffisante? Parce que souvent, on ne se pose pas la question, parce qu'on pense que c'est acquis. Est-ce que l'engagement des formateurs est suffisant pour faire évaluer leur pratique? Est-ce que leur équipement informatique est OK? Et aussi celui des apprenants, quel est leur usage du numérique, leur autonomie, leur niveau de confort, etc. etc. La deuxième étape, Dans la deuxième étape, il s'agit d'identifier les objectifs pédagogiques de la formation ou reprendre le syllabus du cours existant et organiser la formation en blocs, modules, puis en séquence, puis en séance, puis en activité. Voilà. La troisième étape, c'est bien entendu la digitalisation des contenus, donc la création de vos ressources multimédia à l'aide de moyens techniques. On en a vu quelques-uns dans le MOOC, par exemple Canva, qui peut vous permettre de créer soit des petites infographies, des images, etc., etc. La quatrième étape, il s'agit de l'intégration des contenus sur la plateforme par le formateur, par un ingénieur pédagogique. Et la dernière partie, c'est l'analyse des résultats, donc on appelle Learning Analytics ou KPI, peu importe, suivi d'un REX, parce que c'est important de pouvoir avoir une réflexion sur ce qui a été mené. Alors, un REX, pour les non-avertis ou les néophytes de ce type d'acronyme, c'est bien un retour d'expérience. L'idée, en fait, c'est d'analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné dans un processus itératif d'amélioration continue de vos formations. C'est une étape qui est extrêmement importante et qui est malheureusement assez régulièrement oubliée par les formateurs, mais aussi par les institutions. Alors, on a aussi un autre acronyme, c'est le RAR, c'est RAR pour résultats, analyse et recommandations. Donc, à la suite de votre REX, l'objectif, c'est de proposer des solutions de remédiation aux problématiques que vous avez pu rencontrer sur votre dispositif pédagogique, auprès de vos enseignants comme auprès de vos apprenants, et donc de proposer une amélioration. Alors, à présent, un petit focus sur la formation en blended learning. Arnaud, avant de nous faire un récap sur les différentes étapes de mise en place de ce type de dispositif pédagogique, est-ce que tu pourrais nous donner une définition claire du blended learning et surtout identifier les différences avec un parcours multimodal? Oui, alors on a vu la définition de la multimodalité, là où le blended learning est différent, donc on appelle ça aussi la formation mixte, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui combine deux modalités d'apprentissage, donc le e-learning ou le digital learning, qui est l'apprentissage en ligne, et le présentiel, donc la formation plutôt classique. On peut mélanger les deux avec un ratio tout à fait variable, on peut faire 80% présentiel et 20% à distance, peu importe. Mais c'est là où se situe la différence avec la multimodalité, c'est que la multimodalité explore davantage de modalités d'apprentissage, d'évaluation, davantage d'outils, etc., etc. Voilà, donc le blended learning se focus surtout sur deux approches, sur deux modalités. On a donc l'asynchrone en ligne avec des modules e-learning ou du vidéo learning et le synchrone en présentiel, en collectif, en classe. Donc l'objectif, évidemment, on le verra tout à l'heure avec Arnaud, c'est de déterminer quels contenus vont pouvoir être faits en ligne, en individuel, et quels contenus doivent être réalisés en classe, en collectif. Alors Arnaud, quelles sont les différentes étapes de la mise en place de ce dispositif de blended learning dans un parcours d'apprentissage?
Oui, alors avant de laisser la parole à Bertrand, qui va un petit peu préciser comment il a procédé au sein du Master Digital Marketing et Data Analytics, je vais revenir sur la mise en place d'une formation en blended learning. Donc, la première étape, c'est décliner les objectifs pédagogiques en objectifs opérationnels, puis découper le programme en blocs de compétences, si on s'appuie bien entendu sur l'approche par compétences, puis décliner les séquences pédagogiques en séances puis en activités, poser des jalons, donc ça peut être des jalons comme des quiz en ligne pour la formation, pour l'évaluation formative, ou la remise d'un devoir individuel, devoir collectif, etc., un projet par exemple, pour l'évaluation sommative. Ensuite, il faudra sélectionner des contenus sur étagère. On avait vu dans le MOOC la définition du contenu sur étagère. Donc, ce sont les ressources que vous allez trouver sur Internet. Donc, par exemple, sur LinkedIn Learning, si vous avez la possibilité de travailler avec, dans des MOOC, sur Open Classroom, peu importe. Ensuite, il s'agira de créer des activités gamifiées si vous le pouvez, et puis ensuite de modéliser cette formation de manière visuelle sur un outil de whiteboarding, mais on peut aussi tout à fait utiliser un bon vieux crayon et un papier, ça marche super bien, ou un Word, pas de problème. Super, merci Arnaud. Alors, à présent, on va donner la parole à notre invité spécial, Bertrand Jonquois. Alors, Bertrand, tu as déployé un dispositif pédagogique en blended learning dans ton master Digital Marketing et Data Analytics du Pôle Léonard de Vinci. Pourquoi avoir fait ce choix de déploiement? Quels sont les avantages d'un parcours en blended learning par rapport à une formation plus classique? Alors, je dirais que le premier avantage, c'est que pour des étudiants dans ce master qui sont en 4e et en 5e année, c'est d'institutionnaliser l'idée qu'il faut apprendre à apprendre. Hein, et que, comme pas mal d'études le disent, une bonne partie des métiers de demain n'existent pas encore, et donc il va falloir les apprendre tout au long de son parcours professionnel. Donc commencer déjà à le faire en cours avec les intervenants me semblait très utile. Et évidemment, ça a été le premier choix. Mais il y a un deuxième choix, peut-être que je pourrais aussi évoquer, qui est que quand on réunit les étudiants en 4e année, on a aussi une hétérogénéité de connaissances. Et que le fait de permettre, avant les cours, d'apprendre un certain nombre de choses avant de rencontrer l'intervenant, c'est évidemment aussi un moyen de rendre plus homogène la classe au moment où il va y avoir le cours en présentiel. Donc, en fait, tu vas identifier des prérequis nécessaires au suivi de ton cours et identifier peut-être à travers une évaluation diagnostique quels sont les manques de certains de tes étudiants et comment tu vas pouvoir y remédier ensuite par la suite. Donc, le blended, ça peut marcher comme ça, hein, l'avant, des évaluations diagnostiques, mais également sur le modèle de la classe inversée, tu vas pouvoir proposer des contenus à réaliser en autonomie à la maison via du digital learning, via du video learning, etc. Des contenus qui seront ensuite approfondis en classe via des activités plus complexes et notamment qui vont mettre en avant plus le savoir-faire et le savoir-être des étudiants que le savoir. Exactement, exactement. Et ça renforce justement cette idée que pendant le cours, on va justement pouvoir faire des activités beaucoup plus complexes. Si je prends un exemple, on a un cours de SEO, donc de recherche, de positionnement dans les moteurs de recherche sur Google. Bon, si chacun des étudiants a fait cet effort de bien comprendre de quoi on va parler, de comprendre les tenants et les aboutissants de ce cours, avec le prof, on pourra approfondir beaucoup plus les contenus du professionnel qui vient dispenser son cours aux étudiants. Donc il y a vraiment cette première notion qui est apprendre à apprendre avant le cours. Ça, c'est vraiment le premier élément, permettre d'homogénéiser la classe. Après, il y a aussi cette idée que on peut, évidemment, l'intervenant peut aussi proposer d'aller plus loin après le cours, ou plutôt entre les cours. Par exemple, on est au cours 1 et on va dire, pour le cours 3, on va faire ça, et on peut même évaluer cette notion qu'on aura été voir sur un outil en e-learning, en l'occurrence LinkedIn Learning pour nous. Et puis il y a une troisième notion qui me semble importante d'expliquer aussi, c'est que pour un étudiant reprenant ce cours de SEO, qui a envie d'approfondir le SEO, qui veut peut-être devenir SEO manager demain, on va pouvoir, grâce au prof, choisir un parcours qui permettra d'aller plus loin. Et là, qui est
non limitatif et non évalué. Simplement, ça permet à l'étudiant justement d'apprendre à apprendre par lui-même pour aller vers son objectif professionnel. Et donc, en fait, tu nous as parlé des A4, donc c'est les années 4, donc voilà, on est en fin de parcours universitaire, à peu près. Est-ce que tu considères que les étudiants d'année 1 sont assez mûrs pour avoir accès à ce type de contenu, ou tu vas plutôt privilégier des apprenants qui sont plus âgés et qui ont déjà une méthodologie dans l'apprentissage? Je pense que c'est bien de sensibiliser les étudiants très tôt à ces solutions, notamment parce qu'on s'adresse à cette fameuse génération de Netflix. Donc ils ont l'habitude de regarder des vidéos, donc leur proposer des cours en vidéo me semble tout à fait pertinent, et c'est sûr que tout le monde a déjà expérimenté. Voilà, faire lire des documents, lire des livres, aller dans la profondeur qu'on a pu peut-être connaître à une certaine époque est beaucoup plus complexe pour les étudiants de cette génération-là. Donc cette génération Netflix, elle est tout à fait capable d'accéder à des contenus en e-learning dès la première année. Par contre, la question, c'est surtout le volume. C'est-à-dire, on y reviendra peut-être un peu sur les retours d'expérience, mais la question du volume doit être un sujet important. Donc de le focaliser sur quelques cours spécifiques en première année, avec des contenus bien cadrés en termes de temps passé. Je pense que c'est quand même un élément important, mais c'est tout à fait possible de le faire en première année, bien sûr. Tout dépend en fait de l'accompagnement qui est aussi proposé pour les apprenants, mais on y reviendra tout à l'heure dans les prochaines slides. Alors, attention. C'est le temps du sondage. Alors, sortez vos smartphones. Je vais repasser la main à Arnaud qui va nous partager son écran pour que vous puissiez reflasher le QR code, ou simplement vous pouvez aussi actualiser votre page sur votre smartphone et vous aurez accès à la question. J'espère que vous voyez bien mon écran. Il y a une petite question dans le chat, un petit commentaire pour une personne qui avait du mal à voir l'écran, le PowerPoint surtout. Vous pouvez cliquer sur le PowerPoint, ça permet peut-être de mettre en avant le PowerPoint. Je ne sais pas, Maribel, si j'ai répondu à votre question. Alors, je vais lancer le quiz dans quelques instants, ne vous inquiétez pas, mais la question sera: avec quel dispositif et modalité d'apprentissage vous enseignez? J'ai un petit visiteur à côté qui fait des travaux. Alors, je vais lancer le quiz, et puis comme ça, je vais couper mon micro aussi. Je vais reprendre la main. Donc du coup, avec quel dispositif et modalité d'apprentissage enseignez-vous? Vous avez 1 minute 30. Alors, est-ce que c'est du présentiel enrichi? Est-ce que c'est du comodal, du blended learning, du module digital learning 100% en ligne, des MOOC ou des SPOC, de la classe virtuelle ou des webinaires, du social learning, du mobile learning, du learning game, gamification, du rapid learning, fast learning ou micro learning, ou digital learning via réalité augmentée et virtuelle. Alors pour ceux dont ces termes ne parlent pas beaucoup, Arnaud, ne vous inquiétez pas, Arnaud va revenir tout à l'heure sur leur définition, mais normalement, si vous avez suivi notre MOOC et notamment le glossaire, tout était expliqué. Alors, il vous reste quelques secondes pour nous indiquer vos usages actuels et la mise en place de vos dispositifs d'apprentissage. Oui, je reviendrai tout à l'heure sans problème. Si vous avez des questions, je regarderai aussi le chat. Allez, plus qu'une vingtaine de secondes. Alors, on voit que les dernières propositions ne font pas l'unanimité. Est-ce que c'est une question de compréhension de la terminologie ou est-ce que c'est trop encore anecdotique dans les formations pour adultes? C'est possible. C'est possible. Et voilà, gong, le quiz est fini. Alors Arnaud, quels sont les résultats? Quelles tendances est-ce qu'on voit apparaître chez nos MOOCers? Alors, je vois beaucoup de présentiel enrichi. Je fais un petit retour sur le présentiel enrichi. C'est l'utilisation, par exemple, de médias en classe. Vous le faites sans doute naturellement, par l'intermédiaire, par exemple, d'un tableau numérique interactif. Comodal, je refais un petit point. Donc, c'est le fait d'avoir à la fois des étudiants à distance et en présentiel.
Le blended learning, on en a parlé. Les modules digital learning aussi, MOOCs, pas de problème. Peut-être une différence entre le mobile learning et rapid learning, fast learning. Alors, le mobile learning, c'est tout simplement ce qu'on apprend, une modalité d'apprentissage sur smartphone. Petite différence avec le rapid learning ou fast learning, on parle aussi de snack content, désolé pour les anglicismes. C'est-à-dire que ce sont des petites capsules, souvent vidéo ou audio, qui durent moins d'1 minute, 30 secondes, qu'on peut utiliser dans le cadre de différents dispositifs, hein, comme le mobile learning, des modules digital learning sans problème. Et puis le dernier, le digital learning. Le digital learning, c'est un concept hérité du marketing. Donc, quand les grandes enseignes ont proposé, par exemple, des tablettes, un aspect numérique dans la présence du magasin. Donc, je vois que ces deux derniers ne sont pas utilisés par vous, un peu moins aussi MOOC, SPOC, Social Learning, Mobile Learning, mais je vois avec plaisir que la gamification avance, donc c'est bien, je suis contente. Oui, parce que Arnaud, tu es très fan de gamification et tu vas d'ailleurs bientôt monter une formation au Pôle Léonard de Vinci qu'on va peut-être transformer en masterclass. Et donc, vous serez évidemment informés de cette formation à la gamification. Alors, pour continuer, Arnaud, tu vas maintenant nous expliquer la méthodologie que tu as suivie pour designer la formation qui a été proposée, enfin l'exemple de scénarisation que tu as proposé sur Miro pour le challenge des MOOCers. Quelle méthode tu as suivi et comment est-ce que tu as réalisé à scénariser ta séquence via l'approche par compétences? Oui, alors je vais partager avec vous mon écran et puis on va faire un retour non seulement sur le Miro et puis je vais vous montrer brièvement ce que j'ai utilisé. Alors, si vous vous souvenez, il s'agissait de la formation de développeur informatique. Donc, j'ai été chercher tout simplement, voilà, les référentiels. J'espère que vous voyez mon écran. Vous pouvez mettre un pouce. Le référentiel sur France Compétences, donc qui découpe les activités, donc les blocs de compétences avec tout le référentiel de compétences, mais aussi le référentiel d'évaluation. Donc ça, c'est hyper important avec les critères. Vous pouvez vous en inspirer. C'est absolument génial. C'est une mine d'informations. Donc, si vous avez la chance d'avoir une formation sur laquelle vous travaillez qui est répertoriée sur France Compétences, franchement, je vous invite à aller y faire un tour. Alors, dans la première partie du schéma, alors je n'ai scénarisé qu'un petit bout, hein, parce que je ne vais pas vous faire peur, je ne vais pas tout scénariser. D'abord, donc, pour le découpage, j'ai évalué, au début, j'ai évalué à la louche, après, j'affine. Combien d'heures ça va me prendre pour faire tout ça? Combien j'ai besoin d'heures et combien de temps va durer mon évaluation finale? Donc là, il s'agissait, je vais zoomer un petit peu, du bloc 1 de l'activité où c'était l'analyse du besoin logiciel de l'entreprise et pour formaliser une étude préliminaire. Donc ce bloc, je vais prendre, excusez-moi, un petit pointeur, ce sera plus facile. Voilà. Je l'ai découpé en plusieurs morceaux et ce petit bloc ici, donc l'activité 1, je l'ai découpé ensuite en 2 séquences. Donc, n'oubliez pas la différence entre séquence, séance. Donc, à l'intérieur d'une séquence, on peut avoir plusieurs séances. Et puis après, les activités, mais ça, vous savez. Donc, séquence 1, il s'agissait de la rédaction d'un cahier des charges fonctionnel avec plusieurs activités à l'intérieur. Et la séquence 2, utiliser la méthodologie agile pour communiquer la portée d'un projet avec, de même, plusieurs activités. J'ai collé mon évaluation finale ici. Donc, c'est la rédaction d'un cahier des charges fonctionnel pour un site web e-commerce. Là, je me suis basée vraiment sur une approche par projet, avec un projet réel, avec la rédaction d'un cahier des charges véritable. Alors, on continue un petit peu. Je vous refais un point sur la légende. Donc
Moi, j'aime bien utiliser les couleurs et les légendes pour que ce soit bien clair pour moi. Utiliser un peu toujours les mêmes codes. Comme ça, d'une formation à l'autre, je ne suis pas perdue. Donc, vous avez tous les codes ici, donc P, présentiel, classe virtuelle, etc. Les modalités ici, donc individuel, en groupe classe formateur et étudiant, en groupe seulement avec les étudiants et le tutorat en ligne qui est super important. Et puis les modalités voilà, synchrone et asynchrone. Donc je dézoome et je vais vous montrer une petite partie, on va peut-être pas tout faire quand même. Donc la séquence 1, je vous rappelle, le programme, c'était la rédaction d'un cahier des charges fonctionnel avec les différentes activités. Donc, je me suis posé la question, OK, qu'est-ce que je travaille? Qu'est-ce que je vais travailler à distance? Qu'est-ce que je vais travailler en présentiel? Je vous rappelle, le vert, c'est pour la synchrone, donc à distance, et le bleu, c'est pour le synchrone en présentiel. Alors, comment faire? Je vous ai conseillé dans le MOOC, et je pense que Bertrand et Cora seront d'accord avec moi, on va plutôt travailler des contenus qui ne vont pas beaucoup changer dans le temps, plutôt à distance. Donc, dans le MOOC, on a parlé des contenus froids, un terme hérité du marketing également, et des contenus chauds. Donc, des contenus chauds, c'est au contraire des contenus qui vont évoluer rapidement, comme des tutoriels sur un logiciel, sur l'actualité, comme ça, c'est des contenus chauds. Au contraire, la théorie, ce sera plutôt du contenu froid. Donc, moi, je vais garder à distance tout ce qui est contenu froid, parce que c'est plus facile peut-être pour les apprenants de prendre leur temps sur la théorie, et je vais travailler en classe tout ce qui relève de la pratique, de la mise en situation, des jeux de rôle, etc. etc. À distance, je garde un moment de tutorat pour accompagner mes étudiants, parce que je pense que c'est important, de même qu'en présentiel, hein, mais à distance, c'est d'autant plus important, parce que selon la maturité, les habitudes d'apprendre à apprendre, voilà, les gens ne sont pas tous logés à la même enseigne, donc il faut vraiment accompagner les apprenants. Donc ici, dans la séquence 1, tout ce qui concerne la théorie sur le cahier des charges, je vais le mettre ici, avec une évaluation de diagnostic, des vidéos, des textes, etc. À la fin, une petite synthèse, et surtout une évaluation formative pour savoir où ils en sont, et puis pour que les apprenants sachent aussi où ils en sont. Au contraire, en présentiel, je vais faire d'abord une remédiation, c'est hyper important aussi, sur le module en ligne précédent, avec peut-être une évaluation au début, un petit quiz sur WooClap. Ensuite, on va faire le cours. Donc, le cours, c'était comment recueillir les besoins du client, à savoir mener des entretiens, catégoriser et prioriser les besoins. Donc là, on va travailler avec des jeux de rôle, avec quelque chose d'un peu plus pratique. Et à la fin, une petite évaluation formative ou un bilan de la séance etc., etc. Donc, vous voyez la disposition un peu générale et l'alternance du synchrone, de l'asynchrone synchrone. Et à la fin, donc, l'évaluation avec le rendu de projet, l'évaluation des projets avec un feedback. Rappelez-vous, hein, une évaluation sans feedback, pour moi, ça ne sert à rien. Donc, il faut faire un feedback. Et bien sûr, la note, mais qui n'est pas une fin en soi. Je vais arrêter mon partage d'écran et redonner la parole à Cora et à Bertrand. Waouh! Merci Arnaud. Incroyable. Alors Arnaud, tu proposes aussi ce type de formation au sein du pôle Léonard de Vinci, hein, pour les formateurs en interne, notamment avec la formation Designer son cours. Et tu utilises des outils de whiteboarding pour que ce soit bien visuel et que les gens puissent identifier les différentes modalités de formation et comment est-ce qu'on scénarise justement les séances au sein d'une séquence. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience Arnaud et de nous avoir expliqué en fait ta méthodologie de travail. Je pense que c'est important de pouvoir partager ce savoir-faire et de mutualiser nos connaissances entre pairs. Alors Bertrand, là on vient de voir la proposition de design d'Arnaud.
Toi, en tant que responsable du master DMDA, comment est-ce que tu accompagnes tes enseignants et les enseignants qui travaillent pour toi dans le cadre de ce master dans le design de formation? Qu'est-ce que tu as mis en place avec eux pour leur permettre d'acquérir les compétences à designer une formation, un suivi peut-être de ce qu'ils font, et quels conseils pratiques est-ce que tu pourrais donner aux enseignants qui souhaiteraient se lancer dans ce nouveau type de dispositif d'apprentissage? Premier conseil, je pense, c'est il faut s'assurer de l'engagement des intervenants et des profs. Je pense que c'est un élément essentiel. Donc, ça veut dire que dans ce qu'on fait et dans les périodes de tests qu'on a fait, on a fait une période de test l'année dernière avec une petite partie des étudiants et des profs. Et cette année, on l'a déployé depuis 6 mois sur tous les cours et tous les profs. On a embarqué à peu près la moitié des profs. Donc, ça veut dire que dans la moitié des cours, que ce soit en 4e et en 5e année, on a mis du blended learning. Donc ça, c'est la première chose, embarquer les profs, s'assurer que ça les intéresse. Et il y a quand même pas mal de choses comme argument qui est, ben voilà, vous allez pouvoir apprendre des nouvelles façons de gérer la relation avec des apprenants. Vous allez pouvoir aussi accéder à du contenu nouveau, notamment nous via LinkedIn Learning. Ça intéresse aussi les profs de regarder ce qui a été fait et de voir quels sont les contenus supplémentaires. Donc ça, c'est la première partie du travail, qui est la plus importante, qui est la plus longue et qui embarque au moins 3 mois de travail avec tous les profs. Mmh. Donc du coup, est-ce que c'est toi qui proposes une scénarisation de tes modules et qu'ensuite est reproduit par tes intervenants, ou est-ce que tu les formes à créer eux-mêmes leur scénarisation? Alors ça, c'est une très bonne question. La scénarisation pour le démarrage, comme on avait beaucoup de profs à embarquer, beaucoup d'étudiants aussi, juste pour rappel, il y a un peu plus de 370 étudiants dans le master, donc ça veut dire que ça fait beaucoup de classes, beaucoup de cours, beaucoup de profs. La première façon de scénariser, on l'a fait un peu plus simplement que ce que proposait Arnaud tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a vraiment scénarisé en disant, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avant le cours? Pour tous ceux qui ont embarqué avec nous dans le Blended Learning, qu'est-ce qu'on va faire avant le cours? Et donc on a défini vraiment clairement ce qu'on allait faire avant le cours. Qu'est-ce qu'on allait faire pendant le cours? Et quand je dis pendant le cours, ça c'est très important, parce qu'on a eu des discussions longues là-dessus. C'est pas pendant les cours, c'est entre les cours. Donc ça veut dire vraiment intégrer cette notion de e-learning pendant les cours. Et puis qu'est-ce qu'on va faire après les cours? Et donc ça mobilise un volume déjà d'heures de cours. Et puis après, évidemment, on va essayer de dire comment on organise le volume dans chacun des cours. Donc, c'est quoi avant les cours? 10, 20 minutes, par exemple. Ça peut être un premier critère. C'est quoi pendant les cours? 1 à 2 heures pour un cours qui fait, disons, 15 heures. Et puis après les cours, c'est un peu illimité, on peut dire ce qu'on veut. Et puis après, il y a un troisième critère dans notre scénarisation qui est qu'est-ce qu'on mesure? Qu'est-ce qu'on valide? Quelles compétences on valide? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de dire, voilà, à chaque fois qu'on va faire quelque chose en vidéo, on va mesurer ça, c'est-à-dire qu'on va faire un quiz, on va faire une évaluation. Donc avant le cours, on va mesurer. Et puis entre les cours, on va mesurer. Après les cours, je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est optionnel, donc il n'y a pas de mesure. D'accord, donc c'est bien la 5e étape dont parlait Arnaud tout à l'heure, c'est vraiment les Learning Analytics, voir quel est l'engagement des apprenants sur ce type de formation, leur taux de complétion, leur taux de réussite. Est-ce que ce type de dispositif pédagogique leur convient ou pas? Quelles sont les choses à mettre en place pour mieux les accompagner si le besoin se faisait sentir? C'est clair, il ne faut pas rester dans le brouillard. Moi, j'aime bien utiliser de temps en temps des images un peu simples, mais il faut de la lumière, quoi. Donc, si on éteint les phares et qu'on continue à rouler, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, il faut en permanence allumer la lumière et voir ce qui se passe. Et donc, effectivement, on regarde le nombre de vidéos vues, on essaie de regarder absolument tout pour comprendre les usages. Donc, tu parlais des enseignants tout à l'heure. Est-ce que tu vas cibler des enseignants pionniers, ambassadeurs, qui sont acculturés au digital et qui vont te permettre un petit peu de de prêcher la bonne parole dans le reste du corps enseignant? Ou est-ce que tu te focuses plutôt, tu te concentres sur les non-pionniers, les non-acculturés au digital, parce que c'est en réalité la plus grosse masse d'enseignants et pour mieux les accompagner? Alors ça, c'est une question difficile pour nous, parce que globalement, dans le Master Digital Marketing et Data Analytics, on a beaucoup de pionniers. Et on a énormément d'enseignants professionnels qui viennent dans le Master. Donc ça veut dire que quand même la grosse majorité, elle est déjà dans cette logique-là. Et moi, le critère, parce que c'était la première année qu'on mettait ça en place de façon
massive, Mm. c'était d'abord de demander ceux qui étaient volontaires, ceux qui avaient envie de le faire. Alors, D'accord. évidemment, dans la deuxième session, l'année prochaine, on va sûrement réfléchir un peu différemment et on D'accord. va aussi aller chercher un peu les réfractaires en se disant sur Mm. ce cours, ça serait aussi intéressant de le faire et on l'a pas fait l'année dernière. Mais au départ, on a d'abord, grosso modo, demandé aux gens de lever la main et on a pris Ouais. ceux qui levaient la main. D'accord. Et on les a accompagnés. Hein. Donc là, il faut pas l'oublier, il y a un gros travail qu'on a fait d'ailleurs ici au pôle Léonard de Vinci avec chacun des profs hein, pour les accompagner, leur expliquer ce qu'il fallait faire. Donc tu es bien passé par la première étape qui était l'analyse de ton existant, le niveau d'acculturation de tes enseignants à la culture digitale, à leur maîtrise des outils, à leur volonté de te suivre dans ce nouveau projet. Exactement. Et puis après, tout à l'heure j'ai entendu Arnaud qui disait quelque chose de vraiment important, qu'est-ce qu'on fait comme retour d'expérience. Donc on peut en faire plusieurs des retours d'expérience. Et là, on a à la fois le retour d'expérience des profs, mais aussi le retour d'expérience des étudiants. Hein, donc ça faisait peut-être partie des questions que tu avais, je sais pas, mais en tout cas c'est un élément important. On commence à avoir des vrais retours d'expérience des étudiants, notamment des étudiants qui ont déjà fini leur parcours parce qu'ils sont en 5e année et qui sont déjà partis en stage. Hein, donc on a vraiment eu un moment d'échange avec ces étudiants. Et une des questions qui résume bien le sujet, c'est jusqu'à quand on a accès à LinkedIn Learning, parce qu'on aimerait bien continuer à l'utiliser. Donc ça c'est déjà très favorable. Quoi. Ça veut dire qu'ils se sont rendu compte que c'était très utile et que ça leur a été utile notamment pour leur charge de boulot. Donc tu as généré beaucoup d'adhésion à l'outil et dans l'apprendre à apprendre, en fait, ils ont beaucoup appris de cette expérience. Exactement. Bon, ça c'est vraiment top. Merci pour ce retour. Alors, accompagner les apprenants, justement, ça me permet de faire ma transition. Merci Bertrand. Accompagner les apprenants, c'est essentiel, hein, parce qu'on parle des utilisateurs finaux, de votre public cible. On parle souvent de la formation qu'on met en place pour les enseignants, mais encore assez peu de ce qu'il faut mettre en place pour accompagner les apprenants à la maîtrise non seulement de la technique, mais aussi de la méthodologie d'apprentissage à distance. Et tu nous parlais tout à l'heure de l'apprendre à apprendre. Alors, pour commencer, là, on a eu différentes interventions. Donc, il y a Arnaud qui nous a proposé sa méthodologie pour modéliser, scénariser une séquence. Bertrand nous a fait son retour d'expérience. Maintenant, on vous donne la parole à vous, justement, sur l'accompagnement des apprenants. C'est vous qui allez pouvoir nous donner vos usages, votre expérience en premier, et ensuite, on reviendra dessus avec Bertrand. Alors, dans ce dernier sondage WooClap, on vous propose un brainstorming. Donc là, vous avez en fait le mode d'emploi de cette typologie de quiz sur WooClap. Donc, on va vous demander, lors de la mise en place d'un dispositif de formation multimodale, comment accompagnez-vous vos apprenants avant le dispositif, pendant le dispositif et après ce dispositif. Donc, Bertrand nous a déjà donné plusieurs exemples pendant son intervention. Donc l'idée c'est de sélectionner la catégorie avant et de remplir la petite fiche que vous avez là et de l'envoyer et de faire pareil pour le pendant et l'après. Donc nous on vous a donné quelques exemples pour que ce soit plus parlant. Donc avant, voilà, je vous laisse en prendre connaissance, vous allez la retrouver dans quelques instants sur le quiz. Donc voilà, nous ce qu'on a recensé déjà, alors c'est évidemment pas exhaustif. L'objectif, c'est que vous nous donniez vos idées et vos usages de l'accompagnement apprenant. Alors, Arnaud, je vais te laisser la main pour lancer ce brainstorming sur WooClap. Voilà. Alors, j'espère que vous avez pu prendre connaissance de tout ce qu'on avait marqué. Alors, il va falloir travailler un petit peu, hein. Donc ne vous inquiétez pas, on n'a pas mis de chrono, de manière à ce que vous ayez le temps de pouvoir répondre. Donc, je lance, c'est parti. Et puis, voilà, je vous laisse un peu de temps. Je pense que la musique de tension manquait la dernière fois. On a eu des réclamations dans le chat, Cora. Alors, vous pouvez aussi également liker les réponses ici et vous pouvez aussi, bien entendu, les compléter avec plaisir. Oh, ça commence à arriver, c'est bien, c'est beau. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez liker en fait les propositions des autres, donc ça va vous permettre de les faire remonter en fait dans la liste.
Ah voilà, bah, vous l'avez déjà fait de vous-même, c'est Eh excellent. oui. Vous devenez incollable avec Ouclap. Alors n'hésitez pas à faire vos propres propositions, hein. Nous, on en a mis quelques-unes, mais voilà, il y a plein d'autres choses à proposer. L'idée ici, c'est qu'on mutualise un petit peu nos savoir-faire, puisque les personnes qui suivent ce MOOC sont des pairs, on est tous ingénieurs pédagogiques ou responsables de formation ou enseignants, et donc voilà, chacun développe ses usages. L'idée, c'est évidemment de partager nos bonnes pratiques entre nous pour qu'on puisse tous monter en compétences et bénéficier en fait des retours d'expérience de chacun. C'est pour ça qu'on vous propose cette typologie d'activité aujourd'hui. Bon, bah, c'est bien. On voit Ouais, qu'il y a c'était pas mal bien, de vous choses qui étiez bien. arrivent. Alors, Arnaud, est-ce que tu veux nous faire un petit retour sur l'avant de ce qui a été le plus liké et de ce que les participants au webinaire ont pu proposer? Oui, alors je vois apparaître pour l'instant l'avant avec le quiz de connaissances antérieures, donc l'évaluation diagnostique. Classe virtuelle de présentation, ça hyper intéressant, effectivement. Jeu quiz, donc ça rejoint le quiz sur les connaissances antérieures. L'évaluation de besoins, si vous êtes... oui, ça peut passer par des questionnaires, par des entretiens, si on a un peu plus de temps. Qu'est-ce qui apparaît en premier? Feedback permanent après activité, ça j'adore, je likerais On si je valide. pouvais. Je valide à fond. Répartition d'un groupe classe en niveau de compétences, ça si vous avez la chance de pouvoir le faire. Après, ça dépend vraiment de votre effectif, hein, parce que quand on a des classes de 300, un peu plus compliqué que des classes de 20. Et l'après qui remporte l'adhésion, les quiz boosters, évaluation des acquis à froid, ouais, très bien. Acquis, évaluation, on peut faire à froid, chaud à froid, on peut tout faire. Je vois apparaître plein de choses super intéressantes. Je vais peut-être encore vous donner, allez, 10 secondes pour terminer, et puis on va regarder un peu les résultats ensemble. Et puis je pense qu'on publiera les réponses dans le MOOC, parce que voilà, je vois des choses super intéressantes, donc ce serait intéressant, ça fait 2 fois que je dis intéressant, de les partager avec tout le monde. Oui, c'est ça. Allez, j'arrête. J'arrête. En fait, là, l'idée, Hop. il me repasse la main. Là, Oui. ouais, l'objectif dans le avant, pendant, après, c'est évidemment d'avoir un accompagnement continu des apprenants, puisque c'est vraiment la communication avec eux, le coaching, le suivi pédagogique individualisé au collectif qui va générer l'adhésion et qui va permettre la réussite de votre dispositif pédagogique. Donc c'est absolument essentiel qu'on soit sur un cours sur un dispositif blended, multimodal, ou du 100% en ligne. Voilà, c'est l'accompagnement, la communication, c'est vraiment, en tout cas pour nous, le cœur des facteurs de succès d'une formation. Donc c'est absolument essentiel de pouvoir proposer des activités avant, pendant, après, différentes modalités d'accompagnement et de quiz pour générer de l'engagement de vos apprenants dans leur formation. Alors, on va redonner la parole à Bertrand. Bertrand, tu as déployé donc ton dispositif de blended learning depuis plus de 6 mois. Quel est ton retour d'expérience? Quels sont les usages des apprenants? Et comment les as-tu accompagnés? Mais également, qu'est-ce que tu as pu observer dans tes retours d'expérience, dans tes REX, donc quels axes d'amélioration est-ce que tu vois pour la suite pour mieux générer de l'engagement apprenant? On a déjà dit pas mal de choses sur les retours d'expérience positives, à la fois positifs, à la fois sur les enseignants, les apprenants, et la façon dont on a réussi à organiser ça cette année. Moi, j'aimerais bien attirer l'attention de ceux qui nous écoutent sur les axes d'amélioration.
Et parce que on a tous tendance à se dire, bah voilà, ça va être formidable, on va faire des trucs en plus, on va apprendre à apprendre, on va utiliser la génération Netflix, voilà. Et bon, il y a quand même des choses qui remontent et qui sont quand même intéressantes à noter. La première, c'est que ça nécessite une nouvelle coordination. C'est-à-dire que d'abord, il faut coordonner les profs pour qu'ils le fassent à peu près tous de la même manière. En tout cas, on essaie quand même d'avoir des règles. Je pense notamment aux règles de temps passé. Typiquement, on a eu des excès avec des volumes de vidéos à regarder trop importants. Voilà. Donc ça, c'est quand même un élément important à évoquer. Il faut essayer de cadrer les choses pour que les volumes soient tels qu'on les avait prévus au départ, en fait, hein, et que ça ne s'élargisse pas trop, parce que, évidemment, après, ça devient compliqué. Après, se rajoute la coordination des profs entre eux, hein, et notamment, il faut aussi faire attention au fait que si on fait du e-learning, et si le e-learning devient important et se généralise dans beaucoup de cours, je dis à peu près la moitié des cours, cette année en quatrième et en cinquième année, il faut pas que sur une semaine il y ait trop de choses à faire parce qu'il y a plusieurs profs qui ont aussi chacun demandé des choses. Hein, donc ça veut dire que ça nécessite des nouvelles façons de se coordonner, ce qui est pas simple, objectivement, ce qui est pas simple, mais qui est passionnante parce que évidemment ça nécessite de se dire, ben voilà, le temps passé en dehors du cours, on va vraiment pouvoir le quantifier. Hein, on a souvent tendance à dire qu'il y a beaucoup de temps passé en dehors du cours pour des étudiants, mais on a du mal à le quantifier, on a du mal à dire ce qu'ils font, on a du mal à évaluer ce qu'ils font. Là, on commence à avoir une petite partie d'évaluation grâce justement au temps passé sur les vidéos. Donc cette idée de coordination, elle est vraiment importante. Elle est clé pour la réussite. Elle est vraiment clé pour la réussite. Après, est-ce que nous, on a noté qu'il était possible en fait de tricher sur ce type de contenu, et en fait, on observe dans nos Learning Analytics sur LinkedIn Learning que, par exemple, un tel a suivi 900 heures de vidéos en 2 jours. Alors, en fait, il faut faire attention à ça aussi parce que l'analyse des Learning Analytics, on peut tout et rien dire sur des datas, donc il faut aussi apprendre à les analyser, à en ressortir des grandes tendances, et à pouvoir être en mesure de les comprendre pour réagir et pour proposer des actions. C'est sûr, c'est que là on se retrouve dans les mêmes sujets que l'analyse d'analytics sur les vidéos. Bon, ben voilà, on sait qu'on a des dérives, des gens qui allument la vidéo et puis qui s'en vont. On a aussi le phénomène qui est un phénomène encore une fois lié à la génération Netflix dont je parlais tout à l'heure, qui est de regarder les vidéos en accéléré. Hein, donc pour certains cours, c'est tout à fait possible. Mais en même temps, on a aussi les dérives à l'inverse, parce qu'on l'a vu avec certains étudiants, d'étudiants qui ont fait carrément une retranscription complète parce qu'ils savaient qu'ils allaient être évalués, donc ils ont réécrit quasiment l'intégralité du texte de la vidéo. Donc voilà, il faut savoir jauger entre voilà, ceux qui vont regarder les vidéos sans les regarder, voir les vidéos sans les regarder, et puis ceux qui vont faire trop. Donc ça, c'est vraiment un élément important de notre retour d'expérience qu'on va essayer de mettre en œuvre évidemment l'année prochaine pour améliorer ça encore. Ok, super. Merci beaucoup. Évidemment, l'objectif, c'est de pas surcharger les apprenants de vidéo learning, hein, parce qu'on le voit, si on propose un parcours vidéo learning qui fait 30 heures, avec je sais pas combien de dizaines de vidéos à visionner avant en classe inversée ou pendant le cours, on a une déperdition du niveau d'engagement apprenant qui est très forte. Donc vraiment centrer les contenus que vous allez proposer sur les essentiels, les prérequis, ce que vous allez voir en cours, et peut-être la plus grosse masse de vidéos pour aller plus loin. Exactement. Ensuite. Mais en tout cas, essayez de bien identifier les compétences que vous voulez ou les contenus que vous voulez proposer à vos apprenants, et ne pas non plus abuser sur la quantité de contenu à faire en autonomie à la maison. Je voudrais rajouter un point qui est important qu'on évoquait déjà tout à l'heure, qui est que la clé, c'est d'impliquer les profs, d'accord ? Parce que la qualité du contenu que les profs vont choisir, parce que c'est eux qui vont faire ce choix, à pas pouvoir connaître toutes les matières et toutes les vidéos de toutes les matières, c'est impossible. Donc ça veut dire que c'est une vraie implication des profs, et ce travail-là, il est vraiment clé. C'est-à-dire, il faut pas
seulement dire c'est X minutes, c'est aussi la vraie qualité qui est vraiment en lien avec le cours. Donc ça, c'est un vrai travail de proximité avec les intervenants. Et d'identification des contenus qui sont pertinents pour Exactement. Parce qu'il y a certains contenus qui ne sont pas pertinents. Tout à fait. On a des cours où, franchement, le contenu n'a pas vraiment une valeur ajoutée. Ouais, tout à fait. Ce travail de proximité avec les intervenants, les profs, tout ça, c'est vraiment clé, est essentiel. Super. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. C'est le temps du Q&A. Vous avez posé vos questions dans le chat, Arnaud et notamment aussi Marjorie de la Grande École du Numérique, je salue maintenant, vous ont répondu au fur et à mesure de vos questions. Si vous souhaitez revenir sur certains points, hello Marjo, si vous souhaitez revenir sur certains points ou si des questions n'ont pas été éclaircies pendant ce webinaire, n'hésitez pas, il nous reste 5 minutes, donc vous pouvez les poser dans le chat. Je vais laisser la parole à Arnaud, puisque c'est elle qui gère le chat du webinaire. Oui, alors j'ai une petite, c'est pas vraiment une question, mais une petite remarque de Vincent. Pourquoi ne pas demander aux apprenants de produire leur propre vidéo résumé de cours à évaluer par les pairs et le formateur? Ça éviterait des transcriptions de vidéos existantes juste pour les examens. C'est vrai, ça se fait dans le social learning, dans le peer learning. Il y a des profs qui le font au pôle Léonard de Vinci. Ça reste un petit peu, je dirais, marginal, mais c'est une bonne proposition. Moi, je trouve ça... quand j'étais prof de français langue étrangère, je le faisais souvent. Des petites vidéos que faisaient les apprenants et ça marche super bien. Et aussi, le fait de s'évaluer entre pairs, l'évaluation par les pairs, je pense que sans un gros dispositif, on peut faire quelque chose de très, très bien. Alors, note juste un mot là-dessus. Pour moi, ça ne vient pas en substitution du e-learning, c'est quelque chose qu'on rajoute. Oui. Donc, oui, tout à fait. L'utilisation de la vidéo au sens large, pour moi, se renforce encore en utilisant la vidéo en e-learning, parce que ça montre que c'est un outil qu'on peut utiliser à la fois au début, pendant, après, et évidemment en réponse à ce qui s'est passé pendant le cours. Dans certains cours, on le fait déjà, bien sûr. De demander aux apprenants de réaliser les contenus du cours eux-mêmes, c'est une notion qui est, c'est un principe qui est hyper intéressant parce que et c'est un peu la classe renversée, et ça nécessite un accompagnement qui est important de la part de l'enseignant, mais ça permet de responsabiliser les apprenants dans leur apprentissage, de les rendre acteurs de leur apprentissage, d'aller leur apprendre à chercher en ligne, à créer du contenu. Et c'est évidemment aussi essentiel dans l'acquisition de compétences qui vont leur permettre d'arriver de manière plus sereine sur le marché de l'emploi, puisque là, on développe aussi des compétences de l'employabilité. Donc, c'est une très bonne remarque et c'est évidemment une recommandation pour ceux qui souhaiteraient se lancer de faire créer le contenu du cours à vos étudiants. C'est en leur donnant les moyens de le faire, mais c'est effectivement une super bonne idée. Oui. Et manipuler tout simplement la vidéo, parce que là on parlait de vidéo learning, de e-learning en vidéo. Bon, manipuler la vidéo à quelques moments que ce soit dans la formation, c'est évidemment quelque chose qu'il faut faire. Tout à fait. Arnaud, je te repasse la parole. Est-ce que tu as d'autres Oui, il y a une dernière question. Alors, je vais la poser à Bertrand et Cora également. Est-ce que vous avez puis à tout le monde, avez-vous des conseils pour motiver des profs a priori récalcitrants au digital? Alors, j'ai lu il n'y a pas longtemps un commentaire dans LinkedIn qui était hyper intéressant, qui disait « Personne n'est réfractaire au changement, c'est juste on est réfractaire à la façon dont on impose le changement aux autres. » Et je trouvais ça très révélateur parce que souvent on décide, je ne sais pas, dans un département de faire quelque chose, on n'en parle pas du tout aux profs et puis ça arrive comme ça et puis les profs sont pas très accompagnés ou ça vient de nulle part pour eux en tout cas parce que pour le département c'est assez clair. Donc quels conseils on pourrait pour motiver les profs? Moi je dirais déjà de les inclure dès le début. Je pense qu'intégrer toutes les parties prenantes dès le début, c'est intéressant. Alors, pas dans toutes les réflexions, parce que c'est compliqué. Mais oui,
Cora parlait de communication aussi hors caméra, c'est vraiment super intéressant. Peut-être Cora, Bertrand, vous pouvez compléter. Évidemment, échanger, discuter avec eux, leur expliquer pourquoi c'est aussi important, pourquoi cette génération-là, celle dont on parle, elle est très attentive à tout ça. Mais moi, je pense qu'il y a une autre méthode, en tout cas que moi j'utilise maintenant très régulièrement, qui est de regarder les évaluations des cours. Hein. C'est-à-dire que pour tous les cours qui sont donnés à l'école, on a une évaluation qui est faite par les étudiants. Donc ça, c'est à la fin des cours, à la toute fin des cours. C'est une évaluation anonyme, donc ça veut dire que ça donne quand même une bonne idée. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de comparer. Hein. Et cette notion-là, elle apparaît tout de suite. Hein. Donc j'ai eu encore, ça fait déjà quelques temps que j'ai pas eu ça, mais j'ai eu encore il y a quelques années des évaluations du genre elle regarde ses slides et elle lit ses slides, ou il lit ses slides, et bon voilà, et donc on voit bien tout de suite que il y a un problème qui est soulevé par les étudiants. Donc je pense que sur la partie adoption du digital, passer un peu de temps avec le prof pour montrer quels sont les commentaires sur son propre cours, mais aussi qu'est-ce qui peut être dit sur les autres cours, c'est un puissant moteur. Oui. L'accompagnement au changement, ça passe par évidemment de la communication, l'embarquement, il faut embarquer, il faut expliquer les objectifs du déploiement d'un nouvel outil, les avantages en termes de pédagogie. Il ne faut pas partir sur des choses qui sont juste pour faire du buzz ou de la com. En fait, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt pédagogique derrière, bien expliquer et former les gens dans le temps, les écouter, rester vraiment centré sur le parcours utilisateur, sur les besoins de vos enseignants. C'est la meilleure façon de les embarquer, c'est de les écouter, d'analyser leurs besoins et de leur proposer des solutions qui répondent à leurs besoins. Voilà. Et surtout aussi ne pas déployer trop d'outils à la fois, puisque on a besoin, enfin on dit qu'aujourd'hui il faut 3 ans à peu près pour bien déployer et institutionnaliser un outil. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup pour votre participation ainsi que sur scène du MOOC. Merci beaucoup Bertrand. Merci à toi, merci à Arnaud. Et merci beaucoup Arnaud. Si vous avez des questions et que vous voulez poursuivre le dialogue avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, je suis assez présent et je réponds assez vite. Ouais, tout à fait. Et découvrez aussi le Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, il y a absolument un super podcast sur les métiers du digital que vous pouvez découvrir, qui s'appelle Le Gagne-Pain. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, tu expliques un peu les différents métiers, les nouveaux métiers du digital. Si tu devais expliquer, par exemple, qu'est-ce que c'est un content manager à ta grand-mère? Exactement. Comment est-ce que tu le ferais? Donc, c'est vraiment de la démocratisation, de la vulgarisation de ces métiers. Et c'est intéressant parce que, voilà, c'est tout nouveau et on ne sait pas toujours sur quel pied danser. Exactement, et c'est raconté par des jeunes professionnels qui font ce métier à chaque fois et qui expliquent leur métier. Voilà, super intéressant. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation et je vous dis à la semaine prochaine, jeudi, midi, 13h, pour le dernier webinaire sur la séquence 4 du MOOC et la gamification et le nudge. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.